Bonjour à tous, merci déjà d'être venus nombreux pour ce meet-up. Donc, je m'appelle Mel Ropars, je suis un des premiers employés de Temporal en région européenne. En fait, j'ai eu la chance de rejoindre des anciens collègues qui se lançaient dans l'aventure. J'ai été chez Temporal depuis à peu près 3 ans et mon rôle, c'est d'aider les entreprises à adopter cette technologie de exécution durable. Alors, le terme ne se traduit pas hyper bien en français. J'ai un collègue canadien qui appelait ça l'exécution pérenne. On va rester sur Durable Execution. C'est une nouvelle façon de développer les applications et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de comment ce type de technologie peut être utilisé dans un contexte d'AI. On a pas mal d'entreprises qui utilisent la technologie dans différents projets. Ça va du développement d'agents en AI agentique, ça peut être le développement d'applications RAG, ça peut être l'exécution de pipeline pour analyser par exemple des vidéos, enfin différentes formes de contenu. Donc, cette technologie, en fait, elle est issue de à peu près 20 ans d'expérience. Les fondateurs, ils étaient parmi les premiers employés aux origines de certaines technologies d'Amazon Web Services. Ils ont notamment travaillé ensemble en tant que tech lead sur SQS, le messaging, puis sur le workflow chez Amazon. Quelques années plus tard, il y en a un qui est passé chez Microsoft. Ils se sont retrouvés chez Uber et ils ont eu l'idée de développer une nouvelle technologie et ce concept de Durable Execution. Et l'objectif pour eux, c'était de trouver un moyen de faciliter la vie des développeurs d'Uber en fournissant un certain nombre de fonctionnalités qui évitaient aux développeurs de passer leur temps à faire de l'architecture de systèmes distribués. Uber, c'est une échelle très importante en volumétrie d'utilisateurs avec des applications hyper asynchrones. On commande un repas, on fait un voyage en taxi, etc. Et donc, ils ont créé cette technologie qui s'appelait Cadence. Et Cadence, étant open source, a été assez vite adoptée par des boîtes de la tech aux États-Unis. Les premiers, ça devait être Airbnb. HashiCorp a été aussi parmi les premiers. C'est d'ailleurs été des mentors de l'entreprise. Et vous pouvez voir aujourd'hui, c'est très utilisé dans des entreprises très variées. Beaucoup d'entre vous utilisent peut-être déjà, sans le savoir, des workflows temporals. Si vous exécutez des stories sur Snapchat, si vous faites des paiements via Stripe, si vous faites typiquement avec Uber des voyages ou des commandes, ça va derrière être des workflows. Alors aujourd'hui, le but n'est pas d'aller sur ce type de projet, mais c'est aussi pour vous montrer un petit peu l'adoption de ce genre de technologie. Alors déjà, qu'est-ce que l'on appelle l'exécution durable? Le terme, c'est assez nouveau. Quand on fait un programme, en programmation, on va exécuter du code. Le code s'exécute dans un process. Le problème, c'est que le process, il va potentiellement crasher. On perd un disque, panne de courant, une API qui n'est pas disponible. Et l'idée, c'est de trouver un moyen de rendre cette exécution-là pérenne pour que si la machine a crash, on puisse continuer l'exécution ailleurs. Donc, un de mes collègues a trouvé le terme crash-proof execution pour expliquer ça. Ils ont vraiment rendre votre code durable de sorte à ce qu'il puisse survivre à un crash. Et on a pris comme mascotte cette petite créature. Alors, je ne sais pas si les gens qui connaissent ce que c'est un tardigrade. Et un tardigrade, en fait, c'est une des formes vivantes qui est la plus résistante, voire peut-être la plus résistante. Elle peut résister au feu, on peut l'envoyer dans l'espace, ça va survivre. Voilà, donc il y a pas mal de documentation sur Internet, c'est très sympa. C'est un peu moins mignon en vrai, mais je vous encourage à regarder. Moi, mes enfants trouvent ça super drôle. Donc, j'ai des autocollants si ça vous intéresse et des pins. Donc, je vais faire une petite démo sur un cas qui n'est pas encore lié au sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Je vais prendre un programme en Python et un programme simple. Je suis pas, j'ai une formation d'ingénieur logiciel, mais ça fait longtemps que je code plus. Donc, c'est relativement simple. Désolé si c'est du mauvais code. Mais en gros, l'idée, voilà, quand on fait un programme, on va avoir des appels de fonctions. Donc, imaginez si vous avez, par exemple, à traiter une donnée, vous allez peut-être avoir un premier appel opération où on va faire une initialisation, puis après, on va itérer sur des enregistrements. Et puis, à la fin, on produit un résultat qu'on veut envoyer. Voilà. Donc, ça, c'est un programme très, très simple. Donc, ici, j'appelle une fonction init. Je vais boucler sur une fonction que j'appelle do something.
Et puis à la fin, j'appelle une dernière fonction et puis j'ai un résultat. Mes fonctions, elles sont relativement simples. Ça retourne juste voilà, une valeur entière chaîne. Et puis pour do something, ce que j'ai fait, c'est que à la troisième itération, je regarde s'il y a un fichier, puis éventuellement, s'il n'est pas là, ben, je vais cracher. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc si je prends ici un exemple pour l'exécuter, voilà, je le lance, voilà, ça marche relativement bien, je concatène tous les résultats, je le fais 2-3 fois, voilà. Là-dessus, rien de spécial. Et là, maintenant, je vais supprimer mon fichier. Oups. Voilà. Et là, je relance. Voilà, et là, sans surprise, ça crache au bout d'un moment. Le truc, c'est que, évidemment, quand j'ai développé, ben, je n'ai pas pensé à écrire des logs pour savoir où est-ce que c'était que ça plantait. Je n'ai pas pensé à sauvegarder l'état où j'en étais pour que, éventuellement, là, je fixe le problème, ça puisse reprendre son état. Donc, le développeur, ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit penser à tout ça. Donc, il doit penser à la persistance, il doit penser éventuellement à la capacité de reprendre sur une machine, et ainsi de suite. Et finalement, il va passer beaucoup de temps pour un code aussi simple à faire du code de plomberie pour renforcer l'exécution. Donc, cette même fonction, cette fois, je vais la coder. Enfin, je vais la coder. Je l'ai déjà sous le coude parce que j'ai préparé quand même un petit peu. Avec un SDK temporal. Donc, on retrouve un peu la même structure. Donc, nous, on fournit des kits de développement en Java, en Python, en .NET, en pas mal de langages. Et là, l'idée, c'est que ma fonction, déjà, on va la déterminer comme un workflow temporal. Et là, je vais appeler mes activités en utilisant mon SDK. Donc, j'appelle exactement les mêmes fonctions, sauf que là, ça va passer par le SDK temporal. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment ça exécute. Alors, la syntaxe varie selon les langages de programmation. Les SDK, on a essayé de faire un effort pour être le plus proche de chaque langage. Mais en gros, hop, je reviens ici sur mon terminal et cette fois, je réexécute mon workflow. Et là, ça passe par temporal. Alors là, il ne se passe rien, ce qui est logique, parce que je n'ai toujours pas mis mon fichier. Sauf que cette fois, chaque exécution va passer par un service qui, lui, est notifié de l'avancée de l'exécution. Donc là, maintenant, j'ai la possibilité d'aller sur mon interface de back-end. Là, je vois que j'ai une exécution en cours. Je peux aller regarder ce qui se passe. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que j'ai eu plusieurs appels. Je peux voir les paramètres. Hein. Do something, le paramètre, c'était 0. Donc, c'était un exemple très simple. Et là, j'ai la troisième itération qui est en train d'être retentée, en fait, en permanence. Et là, je peux aller regarder. Et puis, je vois, ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fichier qui manque. Hop, ce qui est logique, final found. Et donc là, bah, ce que je peux faire, c'est que je peux retourner hop, sur mon terminal. Hop, je recrée ici le fichier. Et là, en fait, ben, on va attendre. Et en fait, ce que va faire Temporal, c'est que lui, il a mis en queue, et puis il a un ordonnanceur qui, en permanence, va dire bah, réessaye-toi là où tu en étais. Et en fait, ce qu'il a fait, pour ceux qui sont un petit peu programmeurs, c'est qu'il a enregistré toute l'exécution par ce qu'on appelle un event sourcing. Donc, chaque étape est sauvegardée, comme un autosave dans Word, dans Google Drive. Voilà, donc là, il s'est complété et il a terminé l'exécution. Si je reviens hop, sur mon appel, qui était bloqué, bah, il s'est complété intégralement. Et là, maintenant, je peux refaire. Et puis là, il va faire 4-5 fois. Et en fait, à chaque fois, ça rajoute cette piste d'audit. Voilà. Donc, l'idée derrière Durable Execution, c'est vraiment ça, c'est de faciliter la vie du développeur en fournissant un kit qui va assurer que son code, on enregistre l'avancée, etc. Alors, c'est beaucoup plus puissant que ça, parce qu'on peut faire du coup beaucoup de choses très asynchrones. Et surtout, c'est hyper scalable, parce qu'après, on peut avoir démultiplier des moteurs d'exécution. Pensez à l'échelle de Snapchat pour les stories. Il faut exécuter des milliards d'actions pendant le Super Bowl, par exemple. Donc, dans le contexte de l'intelligence artificielle, bah, on retrouve un peu les mêmes principes et les mêmes problématiques pour le développeur. Quand on est à l'échelle, c'est-à-dire votre agent, vous voulez le déployer avec énormément d'utilisateurs concurrents, quand vous voulez lancer des jobs qui vont aller
en tâche de fond, collecter des informations, construire des réponses, préparer des documents pour les répondre. Bah, c'est très asynchrone, il y a beaucoup de volume. Donc, c'est complexe à développer. Il y a une probabilité de panne qui est hyper importante. Et ce qu'on veut, nous, c'est pas tout recommencer à chaque fois. C'est dur à débugger. Donc ça, ce serait souvent quand, évidemment, il y a des solutions avec des queues qu'on peut faire soi-même. À débugger, c'est quand même très pénible. Et potentiellement, il y a derrière des coûts liés au nombre d'appels des API LLM. Donc l'idée, avec ce que je vous ai montré en introduction, c'est déjà de proposer cette exécution durable qui fait que votre process, il va être évidemment exécuté de façon plus fiable. Une expérience code first. C'est-à-dire, on n'est pas là à faire des fichiers YAML, du JSON, des orchestrations graphiques. C'est pour ça que vous verrez, on travaille beaucoup avec les éditeurs. C'est que les éditeurs, eux, construisent justement ces expériences utilisateurs simplifiées. Nous, on est vraiment là pour outiller les développeurs. Et puis, on a des grosses références en termes de volumétrie, que ce soit pour des paiements ou pour pas mal d'autres usages. On a la chance de travailler avec les leaders de l'AI aujourd'hui, aux États-Unis, mais pas uniquement, et aussi avec des gros scale-up. J'avais parlé de Snapchat, Netflix aussi travaille avec nous avec certains projets, Nvidia sur tout ce qui va être gestion des GPU. En France, sur Paris, vous connaissez peut-être Gorgias, qui utilise la technologie. Voilà, sur différents sujets, du RAG, l'automatisation de traitement de vidéo, on en a pas mal ça, traitement aussi de volumétrie de documents assez importante. Donc, rapidement, avant la démo, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi les développeurs aiment beaucoup déjà l'expérience de développement. On revient sur le fait que coder, c'est bien vu et c'est cool et les développeurs sont contents. On voit moins d'entreprises à essayer de dire les développeurs ne sont pas bons, on va faire des outils graphiques, c'est le métier qui dessine, etc. C'est vraiment une approche où on va avoir soit d'un côté des choses beaucoup plus orientées utilisateur final, et là je vois des choses comme Dust typiquement qui pour moi adresse ces choses-là, ou Retool aussi pour du low-code, no-code, et de l'autre côté des choses comme Temporal pour cette partie développement. La fiabilité, évidemment le crash je vous l'ai montré sur un simple fichier qui manquait, j'aurais pu éteindre l'ordinateur, prendre un autre, m'enregistrer, il aurait continué le process avec les mêmes services, etc. Le debug, ça c'est quelque chose à ne pas négliger, le temps passé en architecture distribuée à trouver la source d'un problème et à remonter le fil. Voilà. Donc avoir cette vue workflow, c'est quand même vachement mieux. Donc les cas d'usage sur lesquels Temporal est le plus utilisé, ça va être très souvent qu'on a des problématiques de scalabilité importantes. Donc c'est pas pour un data scientist qui va entraîner ou analyser une donnée puis produire quelque chose. Ça c'est one shot, il y a plein d'outils qui font ça très bien. Là, on est plus sur de l'automatisation à grande échelle, là où il y a très souvent du développement derrière et de l'industrialisation. Donc, les agents type AI, c'est très adapté. On travaille beaucoup aussi avec Generative AI. Les sujets qui vont nécessiter aussi des fois des étapes humaines, des relances automatiques. Des fois, ça va être des choses où on donne un ordre, on dit réexécute-toi tous les jours à telle heure. Ben, ça va être planifié automatiquement, c'est très facile. Pipeline, ça j'en ai parlé tout à l'heure avec la vidéo, c'était un exemple qu'on a avec plusieurs clients dans les médias et aussi tout ce qui va être analyse de conversation. Et le RAG, voilà, qui a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Donc j'ai une démo. La démo, elle a été faite pour un événement que l'on a eu à Londres au début du mois. L'idée, c'est d'illustrer un petit peu comment on peut utiliser ce type de technologie pour très facilement développer un agent. L'idée derrière l'agent, c'est quoi? C'est avoir cette capacité de conversation avec un prompt, donc avec un utilisateur. Après, aller envoyer, évidemment, les informations à un LLM, récupérer après des recommandations en termes d'outils, exécuter les outils, ainsi de suite. Et donc, c'est une boucle en continu. Et donc, ça, c'est très adapté pour un workflow. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais revenir ici sur mon interface. Hop.
Et je vais aller changer ici sur ce schéma. J'arrive plus à liquider mon. Bon, c'est pas grave, je vais me connecter directement. Ok, donc là, je vais démarrer. Je vais mettre sur le côté parce qu'il faut qu'on voit des deux côtés. Je vais démarrer un new chat. Donc là, ça a été codé en fait avec notre SDK en Python. Donc là, l'idée, hein, c'est que quand je démarre un chat, en fait, ça va instancier un workflow. Et le workflow va justement faire les différentes interactions. Donc là, je peux aller sur mon instance ici. Hop, on peut voir un petit peu l'input, hein, quel a été l'input initial avec l'historique de la conversation. Puis on va avoir un peu plus bas les différentes activités. Donc derrière, qu'est-ce qu'il est là? Il est en attente en fait que je lui parle. Donc là, c'est l'application qui est faite dans un contexte de match de football. Donc là, je dis I would like to watch Liverpool en avril. Voilà. Donc là, ça fait en fait, voilà, on a l'exécution par le workflow, un user prompt, il valide le prompt, après il est en train de planifier les outils. Là, il me dit, OK, je suis prêt à exécuter les premiers outils de recherche. Donc là, je lui dis, vas-y. Hop, il fait sa recherche. Voilà, là, il me dit qu'il a trouvé 5 matchs. Je vais prendre le deuxième. Alors, on a intégré, dans la démo, on a intégré avec pas mal d'API. Donc, on peut choisir différents LLM. On a Anthropic, OpenAI. Il faut aussi prendre cette API là, de football qui permet de faire ces interactions. On a une API aussi avec Stripe. Donc, il faut se créer pas mal de comptes pour la faire tourner, mais après, ça marche bien. Voilà, là, j'ai trouvé. Il m'a trouvé des matchs. Je lui ai choisi un match. Là, il me dit je vais chercher les trains. Et là, il ne se passe rien. Donc, je peux regarder du coup mon historique. Et là, je vois, voilà, Search Train, typiquement, il est en train de chercher à appeler. Ça fait 4 fois déjà qu'il essaye. Je peux aller regarder les détails, puis je vois là, j'ai une erreur de connexion. Donc en fait, c'est mon service qui ne tourne pas. Donc, là, du coup, je peux aller regarder. Hop, je suis dans mon terminal. Hop, il me manque une API. Je la lance. Hop, je reviens ici. Voilà, là, c'est bon, il a repris son exécution. On voit un petit peu dans le suivi. Et voilà, et là, il me dit il a trouvé plusieurs trains. Voilà, donc là, je lui dis le first. Voilà. Et après, voilà, il va continuer le flux. Là, je lui dis OK, confirme. Et après, il va appeler l'API Stripe, m'envoyer une facture pour payer. Je vais vous montrer après un petit peu le code. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il est évidemment plus compliqué que mon exemple de tout à l'heure. Mais il y a plusieurs choses qu'on on souhaite nous communiquer par rapport à ça. Déjà, c'est voilà, quand vous développez votre propre application, Creative Voice, je confirme, eh ben, toutes ces choses-là, voilà, vous ne les avez pas, il faut les faire. L'observabilité, pouvoir revenir en arrière, admettons que ça, c'est des ordres qui derrière ont des conséquences, je ne sais pas moi, sur un salaire, etc. Il faut pouvoir revenir sur la conversation, et débugger éventuellement sur ce qui s'est passé. Et tout ça avec un minimum de code, c'est-à-dire pas se retrouver à passer 80% de son temps à coder toutes les possibilités de panne qu'il puisse y avoir, coder les problématiques de scalabilité, etc. et démarrer plutôt très vite avec quelque chose de facile. Et puis après, voilà, on en bénéficie assez vite. Là, je ne vais pas payer, parce que de toute façon, c'est du fake. Hop. Hop. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai derrière voilà, pas mal de
d'exécution. J'ai fait mon travail de tester la démo avant plusieurs fois. Et le code, en fait, l'idée, c'est le code, c'est un event loop. Donc, en gros, si je switch sur l'autre, voilà. Qu'est-ce qui a été fait par mon collègue? C'est qu'on va avoir la fonction. Donc, la fonction, c'est en gros while true. Et puis là, il va avoir une attente en permanence. Donc, un workflow, quand il n'est pas en train de s'exécuter et qu'il attend, il n'est pas en train d'occuper la mémoire pour rien. Il va rester en cache un petit peu, mais en gros, l'idée, c'est que les workers, ils travaillent en permanence sur des choses à faire. Quand il ne fait rien, tant que le prompt n'est pas envoyé, eh ben, il va attendre. Et c'est le serveur qui, quand il reçoit un prompt, va le dispatcher via des queues et chaque worker va pouvoir les prendre. Et donc ici, typiquement, il va recevoir après l'ordre pour continuer de s'exécuter en dépendant selon là où il est bloqué. Et après, voilà, il va appeler les différentes API pour vérifier le prompt, les outils, demander une validation, etc. Et dernier point qui est assez important, c'est qu'un workflow, eh ben, on va interagir avec. Donc, on va pouvoir exposer des API. Donc là, typiquement, il a exposé comme API des signaux. Donc, les signaux, c'est le client qui peut envoyer des infos. Donc, confirme, termine-toi, donc end chat. Et ça peut être des queries. Donc, les queries, ça va être dis-moi où t'en es, dis-moi ce que tu fais. Voilà, donc, ça se fait très simplement. Là, on rajoute les méthodes et puis on les tag. Et puis au déploiement, ça permettra de les utiliser. Voilà, donc je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. J'espère que ça va. Tac, pour finir, donc, il y a beaucoup de documentation. C'est open source. Nous, en tant qu'entreprise, on gagne notre vie en fournissant un service cloud. Le service cloud disponible sur Google ou sur Amazon via la marketplace. Vous avez la pleine possibilité de l'exécuter vous-même avec votre propre infrastructure. Ça, ce n'est pas un problème. On est là pour le faire mieux que vous et éventuellement vous laisser vous concentrer sur vos applications. Sur le site Internet, vous pouvez trouver des tutoriels, des formations en ligne. Il y a 6 SDK qui sont déjà disponibles. On a Ruby qui a été sorti très récemment, je n'ai pas encore ajouté. Pas mal de tutos et d'exemples. On a lancé aussi un Code Exchange qui est un petit portail pour partager des applis. Et enfin, on a donc fini début mars notre conférence à Londres. Il y a pas mal de vidéos qu'on est en train de mettre sur notre chaîne YouTube. Il y a Vinted qui va parler de paiement. Il y a Molly qui est une entreprise de paiement en Hollande qui parle de customer onboarding. On va avoir Salesforce, enfin pas mal d'entreprises qui partagent leur expérience. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder. Est-ce que vous avez des questions? Ce n'est pas trop technique. J'ai voulu faire simple. Vous aviez entendu parler ou pas de cette technologie? Non? Oui, oui, forcément. Oui, derrière le micro. La difficulté d'apprendre avec du code durable par rapport à du code normal. D'une part, les développeurs mettent combien de temps à être confortables avec ça? Et aussi une autre question, c'est est-ce que c'est concevable d'écrire du code traditionnel et d'avoir l'IA de transformer en ce genre de code, ou est-ce qu'il y a trop de contexte, c'est pas vraiment faisable en pratique? Alors, la première réponse, l'apprentissage est très rapide parce que ça ne nécessite pas d'être un développeur très senior. On est dans des concepts très basiques. Moi, j'ai une formation plutôt développeur C, Java et Python, j'en ai fait un petit peu. J'ai très facilement fait des démos en .NET, etc. Et pour répondre à la deuxième question, oui, j'ai utilisé une IA pour transcoder du code d'un langage à l'autre. J'ai aussi essayé des fois de prendre des modèles BPMN et puis de dire bah, génère-moi des choses. Ça marche à peu près, ça permet de mâcher un peu le travail, mais ça ne fait pas tout. Il y a un point quand même, c'est simple au premier abord. Et après, comme beaucoup de technologies, quand on a des problématiques soit un cas d'usage très compliqué, soit des problématiques de scalabilité, etc., où là, on est là pour aider parce qu'il y a des bonnes pratiques, je dirais, à mettre en œuvre. Mais en tout cas, nous, on a des entreprises, comme c'est open source, des entreprises qui sont en production et jamais elles sont venues sur notre forum nous poser des questions. C'est relativement abordable. Oui. J'ai une question un peu plus technique. Enfin, Ouais. ça se fait qu'on s'arrête à un moment donné dans le workflow
Et du coup, le runtime, enfin, tous les drivers qui ont été créés, machin, Ouais. c'est Alors, on enregistre toutes les étapes importantes. Donc, en gros, on enregistre l'appel de la fonction avec tel paramètre, l'appel de la première activité, elle s'est terminée, j'enregistre que j'ai eu la réponse, etc. Tout ça, c'est sauvegardé par le serveur. En fait, c'est de l'event sourcing. Au moment où ça s'arrête, par exemple, il est en attente, il va faire autre chose. Quand le serveur reçoit un ordre de dire continue ton exécution, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rejouer l'historique. Donc, il rejoue la fonction, sauf qu'à chaque fois qu'il doit faire une des activités, il prend le résultat qui est déjà disponible. Du coup, ça va très vite. Alors, il y a du cache, évidemment, pour les cas très, très haute, très faible latence, je dirais. Mais en tout cas, il va tout rejouer. Donc, il arrive à reconstruire là où on en était juste en faisant ça. Alors, il y a une contrainte par rapport à ça, c'est que si vous avez un workflow qui dure 6 mois, il ne faut pas s'amuser à changer les activités, etc., ou le code, parce qu'il faut que chaque réexécution soit toujours déterministe, en fait, par rapport à son... Il faut toujours que ça se reproduise de la même façon avec les mêmes paramètres. vous avez un timeout si. Oui. Oui, en fait, c'est dans les... D'ailleurs, je crois que je l'ai dans mon exemple. Je peux prendre celui-là, je vais prendre le plus simple. En fait, il y a pas mal de choses ici. Là, il part en erreur au bout de 300 secondes, par exemple. Je peux aussi lui dire qu'à chaque rejeu, il va attendre plus ou moins de temps, etc. Oui. Merci. J'ai bien compris l'intérêt en termes de pouvoir voir ce qui s'est exécuté, de pouvoir reprendre après une erreur. J'ai plus de mal à comprendre l'apport en termes de scalabilité ou d'exécution à très haute intensité. Oui. En fait, l'architecture va fonctionner à base de workers qui sont stateless. Donc en gros, je vous ai épargné tous ces détails-là, mais j'ai un serveur, lui, a les API pour tenir l'état, etc. Et j'ai un worker qui, lui, va exécuter le workflow et les activités. Mais ce worker, il est stateless. S'il crash, un autre peut reprendre l'exécution. Mais du coup, je peux en démultiplier. On va avoir des centaines qui vont s'exécuter en permanence, tous en train d'attendre. Donc du coup, quand j'ai, par exemple, un paiement à exécuter, j'envoie l'ordre de paiement. Le premier worker dans la flotte disponible va faire la première étape. Et après, selon les optimisations, en général, c'est lui qui va continuer, mais il pourrait très bien remettre en queue pour dispatcher un autre. Donc derrière, c'est aussi du queuing et du dispatch. Ouais, merci.